Chapitre 18 Le roi des Iraniens. Entre 1975 et 1978, je me rendis plusieurs fois en Iran. Je faisais parfois la navette entre Téhéran et l'Indonésie ou l'Amérique latine. Le royaume du Shah des Shahs, littéralement le roi des rois, son titre officiel, présentait une situation entièrement différente de celle des autres pays où nous travaillons. Comme l'Arabie saoudite, l'Iran est riche en gisements pétrolifères et n'avait donc nul besoin de s'endetter pour financer ses ambitieux projets. Il existe toutefois d'énormes différences entre les deux pays. La très nombreuse population de l'Iran, en majorité moyen-orientale et musulmane, n'est pas arabe. De plus, son histoire est une longue suite de conflits politiques tant à l'intérieur qu'avec les pays voisins. Nous adoptâmes donc une approche différente. Washington et les grandes compagnies se concertèrent pour faire du Shah un symbole du progrès. Nous lançâmes une grande campagne destinée à montrer au monde entier ce que pouvait accomplir un pays puissant et démocratique qui épousait les intérêts politiques et commerciaux des États-Unis. Malgré son titre, qui n'avait rien de démocratique, et en dépit du coup d'État orchestré par la CIA contre son premier ministre, démocratiquement élu, ce qui est évidemment moins connu, Washington et ses partenaires européens voulurent présenter le gouvernement du Shah comme une alternative à ceux de l'Irak, de la Libye, de la Chine, de la Corée et d'autres pays traversés par un fort courant d'anti-américanisme. Selon toute apparence, le Shah était un ami progressiste des défavorisés. En 1962, il ordonna le transfert de grandes propriétés terriennes privées à des paysans. L'année suivante, il inaugura la Révolution blanche, un imposant programme de réformes socio-économiques. La puissance de l'OPEP augmentant pendant les années 70, le Shah devint de plus en plus influent sur le plan international. En même temps, l'Iran se dotait de l'une des forces militaires les plus puissantes du Moyen-Orient musulman. Maine fut impliqué dans des projets dans tout le pays, des régions touristiques des côtes de la mer Caspienne jusqu'au détroit d'Ormuz dans le sud, surplombé par des installations militaires secrètes. Encore une fois, notre travail consistait à prévoir les possibilités de développement régional et à concevoir des systèmes de production, de transmission et de distribution de l'électricité qui fourniraient suffisamment d'énergie pour la croissance industrielle et commerciale correspondant à ces prévisions. J'ai visité les principales régions de l'Iran. J'ai suivi la vieille route des caravanes à travers les montagnes du désert, de Kirman à Bandar Abbas, et j'ai parcouru les ruines de Persépolis, la cité royale qui comptait parmi les merveilles de l'Antiquité. J'ai visité les sites les plus célèbres et les plus spectaculaires du pays. Shiraz, Isfahan et le somptueux village de tentes construit par le Shah près de Persépolis pour loger les visiteurs royaux et les chefs d'État lors de son couronnement. J'ai fini par aimer profondément ce pays et sa population complexe. En surface, l'Iran semblait un exemple parfait de coopération entre musulmans et chrétiens. Je découvrirai toutefois bientôt que sous des dehors tranquilles se cachait un profond ressentiment. Un soir de 1977, en rentrant à mon hôtel, je trouvai une note glissée sous ma porte signée du nom de Yamin. Je n'avais jamais rencontré cet homme, mais on m'en avait parlé lors d'un briefage gouvernemental. Il s'agissait d'un extrémiste subversif connu. En un anglais très soigné, il me donnait rendez-vous dans un restaurant. Il y avait toutefois un avertissement. Je devais m'y présenter uniquement si j'étais intéressé à découvrir un aspect de l'Iran que les gens, dans ma position, ne voyaient jamais. Je me demandais si Yamin savait réellement quelle était ma position. Je courais évidemment un risque énorme, mais je ne pus résister à la tentation de rencontrer ce personnage énigmatique. Mon taxi me déposa devant une porte minuscule logée dans un mur immense, si haut qu'on ne voyait pas l'édifice se trouvant derrière. Une belle iranienne, vêtue d'une longue tunique noire, me fit entrer et me conduisit dans un corridor éclairé par des lampes à l'huile suspendues à un plafond bas. Au bout, elle m'introduisit dans une pièce brillant d'un éclat aussi aveuglant que 100 000 diamants. Quand mes yeux s'y furent habitués, je vis que les murs étaient incrustés de nacre et de pierres semi-précieuses. Ce restaurant était éclairé par de grandes chandelles blanches soutenues par des candélabres de bronze délicatement sculptés. Un homme grand, aux longs cheveux noirs et vêtu d'un costume bleu marine, s'approcha de moi et me serra la main. Il se présenta comme étant Yamin, avec l'accent d'un Iranien éduqué chez les Britanniques. Ce qui me frappa immédiatement fut qu'il n'avait aucunement l'air d'un extrémiste subversif.
Il me conduisit jusqu'à une discrète alcôve, à l'écart des tables où plusieurs couples dînaient tranquillement, en m'assurant que nous pourrions y parler en toute confidentialité. J'avais la nette impression que ce restaurant était un lieu de rendez-vous secret, et ce soir-là, le nôtre était probablement le seul qui ne fût pas amoureux. Yamin fut très cordial. Pendant notre conversation, il devint évident qu'il me considérait comme un simple consultant économique sans visée ultérieure. Il m'expliqua qu'il m'avait choisi parce que j'avais été volontaire des Peace Corps et aussi parce que je ne manquais pas une occasion de mieux connaître son pays et ses habitants. « Vous êtes très jeune, comparativement aux autres qui exercent cette profession, me dit-il. Vous manifestez un véritable intérêt pour notre histoire et pour nos problèmes actuels. Vous nous redonnez espoir. » Ses paroles, tout comme son apparence, le décor et l'ambiance du restaurant, ainsi que la présence de nombreux clients, me mirent à l'aise. Je m'étais habitué à ce qu'on me prenne ainsi en amitié, comme l'avait fait Razi à Java et Fidel à Panama, et je l'acceptais comme un compliment, tout en y voyant une occasion de mieux connaître la mentalité des gens du lieu. Je me démarquais des autres Américains parce que je m'attachais rapidement aux endroits que je visitais. Je me suis rendu compte que les gens deviennent rapidement très chaleureux quand on s'intéresse sérieusement à leur culture. Yamin me demanda si j'avais entendu parler du projet « Désert en fleurs ». Le Shah croit que nos déserts étaient autrefois des plaines fertiles et des forêts luxuriantes. Du moins c'est ce qu'il dit. Sous le règne d'Alexandre le Grand, de vastes armées auraient traversé ces terres avec des millions de moutons et de chèvres qui auraient mangé toute la végétation. La disparition des plantes aurait causé une sécheresse et toute la région aurait fini par devenir un désert. Il suffirait donc maintenant de planter des milliards d'arbres pour que la pluie revienne et que le désert refleurisse. Évidemment, cela nous coûterait des centaines de millions de dollars. Il sourit avec condescendance avant de poursuivre. Les compagnies comme la vôtre y feraient d'énormes profits. Je crois comprendre que vous ne croyez pas à cette théorie. Le désert est un symbole. Son reverdissement n'est pas une affaire d'agriculture. Plusieurs serveurs descendirent vers nous avec des plateaux de mets iraniens magnifiquement présentés. Après m'avoir demandé la permission, Yamin choisit des aliments sur les divers plateaux, puis se retourna vers moi. « J'aimerais vous poser une question, monsieur Perkins, si vous me le permettez. Qu'est-ce qui a détruit la culture de vos peuples autochtones, les Amérindiens ? » Je lui répondis qu'il y avait eu plusieurs facteurs, dont la cupidité du colonisateur et la supériorité des armes. Oui, bien sûr, mais la principale cause n'a-t-elle pas été la destruction de l'environnement ? Il m'expliqua qu'une fois que les forêts et les animaux, comme les bisons, eurent été détruits et que les gens eurent été placés dans des réserves, les fondements mêmes de la culture ne pouvaient que s'écrouler. Vous voyez, dit-il, c'est pareil ici. Le désert constitue notre environnement. Le projet « Désert en fleurs » menace de détruire tout notre tissu culturel, rien de moins. Nous ne pouvons pas laisser faire cela. Je croyais que l'idée du projet était venue de son peuple, et je le lui dis. Avec un rire cynique, il affirma que c'était le gouvernement américain qui avait mis cette idée dans la tête du Shah et que celui-ci n'était qu'une marionnette des États-Unis. « Un vrai Perse ne ferait jamais une telle chose !» s'exclama-t-il. Il se lança ensuite dans un long discours sur la relation entre son peuple, les Bédouins et le désert. Il précisa que plusieurs Iraniens urbanisés prenaient leurs vacances dans le désert, y installant pour une semaine, et parfois plus, de grandes tentes pouvant loger toute une famille. Nous appartenons au désert. Le peuple que le Shah prétend diriger d'une main de fer n'est pas simplement issu du désert. Nous sommes le désert. Il me raconta ensuite son expérience personnelle du désert. À la fin de la soirée, il m'escorta jusqu'à la minuscule porte par laquelle j'étais entré. Mon taxi m'attendait devant. Après m'avoir serré la main, Yamin me dit qu'il avait beaucoup aimé notre rencontre. Il mentionna encore une fois mon jeune âge et mon ouverture d'esprit, en me répétant que le fait que j'occupe une telle position lui donnait espoir en l'avenir. « Je suis très heureux d'avoir pu vous parler, » me dit-il en me serrant toujours la main. « J'aimerais vous demander encore une faveur. Je ne le fais pas à la légère. Je vous la demande uniquement parce que je sais que cela vous intéressera après notre conversation de ce soir. Vous y gagnerez beaucoup. Que puis-je faire pour vous ? J'aimerais vous présenter un ami très cher, qui vous parlera longuement de notre roi des rois. Il se peut qu'il vous choque, mais je vous assure que cette rencontre en vaudra la peine.